arrivée à Marseille il y a de ça 3 ans, donc j'ai atterri ici parce que je croyais en un nouvel Eldorado. Après, les Marseillais me regarderont peut-être de manière un peu étonnée. Je croyais dans la possibilité d'un Eldorado occidental, un des derniers Eldorado occidental. Et je vais un peu vous expliquer comment j'en suis arrivée à cette conclusion-là. Donc moi j'ai bossé, je vais avoir 50 ans, j'ai bossé pendant 20 ans dans des grands groupes. J'ai bossé entre autres pour Apple, j'ai vécu en Californie, j'ai vécu à Cupertino. Et à cette époque-là, on m'a proposé de rester vivre, de m'installer là-bas et de bosser à partir de Cupertino. J'adorais le soleil, j'adorais la vie californienne, j'adorais Santa Cruz, merveilleux, les surfeurs, les vagues. Et je détestais la Californie, les Californiens et l'ordre. Voilà, l'ordre. Moi, l'ordre était quelque chose. J'avais l'impression que on me proposait un enterrement de première classe. Par contre, quand je partais le dimanche, puisqu'il n'y a pas grand-chose à faire quand même quand on bosse là-bas longtemps, le dimanche, j'allais dans les centres commerciaux et je voyais les parents avec des enfants tout bronzés, avec les petites tongs, les petits t-shirts Abercrombie, le truc bien, bien kitsch. Et je me disais, c'est quand même sympa d'avoir des enfants et de les voir grandir blonds, beaux, en forme, californiens. Donc je me suis dit, voilà, premier point important. Ensuite, je suis quand même rentrée, j'étais vivre à Londres. Bon là, clairement, au niveau soleil, j'ai pas été totalement servie pendant 4 ans. Puis j'ai quitté Apple, j'ai découvert Marseille au travers du poste suivant. Quand j'ai bossé pour Monster, il y avait un siège européen du Sud qui était basé à Marseille. Ils avaient décidé de s'installer en zone franche. C'est là que j'ai découvert les zones franches. Le fait aussi qu'il y a moyen de s'installer en zone franche et de se tromper d'un boulevard et de ne pas être en zone franche et de se retrouver donc en quartier nord pur. Donc voilà, c'était la réalité de Monster, c'est comme ça. J'ai découvert la folie marseillaise et j'ai découvert Marseille, c'était 2008. Et c'était le moment où la tour CMA-CGM se terminait. Et j'ai vu une ville absolument magique. Et ça m'a rappelé des souvenirs d'enfance et des cartes postales qu'il y avait dans la cuisine de ma grand-mère qui ne parlait pas. Et il y avait des photos, il y avait des images en noir et blanc très anciennes de Marseille, on va dire dans les années 40, 45, je suis incapable de dire exactement la date. Et j'ai un jour demandé à ma mère pourquoi est-ce qu'il y avait ces photos. Et elle m'expliquait qu'au moment de la Seconde Guerre mondiale, quand la Belgique a été envahie par les Allemands, elle est partie, donc mon grand-père est parti dans les camps et elles sont descendues, ma mère et ma grand-mère, au sud, le plus au sud possible à partir de Bruxelles, et le plus au sud possible, c'est arrêté à Marseille. Et donc ils ont vécu pendant 2 ans dans le panier, dans des conditions, je pense, absolument pas racontables, ce qui explique pourquoi elle n'en a jamais parlé, elle n'a jamais voulu en parler. Et j'ai reçu ces cartes postales quand je me suis installée ici il y a 3 ans comme cadeau de Noël, et c'était un très beau cadeau. Voilà, donc ça c'est la petite histoire de Marseille. Donc je reboucle par rapport à Monster, je découvre Marseille, je découvre une ville absolument folle, en pleine construction, je découvre le soleil, je retrouve donc enfin le soleil, et une folie qui était exactement ce que en fait me manquait par rapport à la Californie. Et à partir de là, je me suis dit, là il y a quelque chose à faire. Puis bon, la vie m'a encore porté pendant 5 ans dans d'autres fonctions par rapport à Paris. Je suis remontée à Paris. Et puis quand j'ai perdu mon dernier boulot, je suis restée au bord de la route, comme beaucoup de femmes de 45 ans et plus, avec un salaire de directrice générale. J'ai pas retrouvé de poste et donc je me suis retrouvée du jour au lendemain avec ma fille à me dire bon, où je fais quoi. Et à ce moment-là, je me suis dit c'est peut-être le moment de se dire que Marseille c'est le bon endroit. Donc je suis partie, j'ai dit Lily Rose, fais tes valises, on y va. Elle avait 8 ans à l'époque, elle en a 11 aujourd'hui. On est venu s'installer ici. Et depuis, je me suis dit que l'idée, j'avais reçu beaucoup. J'ai été très gâtée pendant 20 ans de vie, pas à dire, même niveau enfance. J'ai eu beaucoup de chance. Et là, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion maintenant d'essayer de rendre un petit peu ce qu'on t'a donné et de le faire à Marseille. Et donc, je suis repartie de zéro, je connaissais personne. J'ai commencé à rencontrer un certain nombre de personnes bienveillantes. Il y en a quelques-unes dans la salle. Et donc, Christine Anne, que j'ai rencontrée très très tôt d'ailleurs dans mon arrivée à Marseille également. Et puis depuis, je m'occupe, en fait, j'apprends aux enfants à coder. Donc j'ai une association qui apprend aux enfants à développer. Et là, je reviens je bridge sur ce dont on parlait tout à l'heure, sur le fait que les nouvelles technologies, le futur, les enfants, c'est très important. Moi, j'ai appris à coder à 45 ans, et donc je fais ça le samedi après-midi pour les enfants. Je donne cours dans différentes écoles, j'accompagne des startups, ça fera le pont avec Arthur qui me succédera à la fin de ma prise de parole, et
Et j'accompagne également. Il y a des causes qui me tiennent particulièrement à cœur. Il y en a une dans laquelle je suis active pour le moment, qui est Saint-Plon, qui est une école de développeurs en herbe. Ce sont des jeunes qu'on va sélectionner dans les quartiers prioritaires, qui ont généralement maximum un CAP, qui sont sortis majoritairement du système et qu'on réintègre, vraiment qu'on réinsère au travers de ces cours de développement au code, et ils deviennent des développeurs en herbe. Ils ont entre 20 et 30 ans, il faut tout réapprendre ou tout apprendre. Souvent, d'ailleurs, même pas réapprendre, c'est apprendre. Mais je trouve que c'est une mission qui est extraordinaire parce qu'elle permet de remettre les choses aussi un petit peu dans leur cadre par rapport à un certain nombre de choses et de se dire qu'en effet, c'est une richesse énorme d'avoir pu finalement me retrouver et venir faire ma deuxième partie de vie, on va dire, parce que je pense que là, maintenant, j'y suis dans ma seconde partie de vie, et de pouvoir le faire dans le sens inverse. Donc voilà, donc moi j'aurais pas le grand discours inspirant qui a précédé, que j'ai trouvé admirable, l'Uchronie, enfin il y a beaucoup de choses que je trouve fabuleuses. J'espère qu'en 2032 les prévisions pour les quartiers nord et pour toutes ces choses-là se réaliseront de manière positive. Voilà, et donc je vais passer la parole à Arthur. Il a monté une start-up. Moi, j'accompagne beaucoup de start-up dans ma vie également quotidienne. Donc, il fait partie de ces jeunes qui ont décidé de venir s'installer dans le sud pour monter leur business et qui n'ont pas voulu partir, enfin s'enfuir dans le nord comme beaucoup, malheureusement le font encore et ça m'énerve. Je ferai tout pour qu'ils restent et qu'ils montent leur boîte ici parce que c'est d'eux dont on a besoin. Voilà, et donc je vais lui passer la parole tout de suite. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci Laurence pour les présentations. Donc je m'appelle Arthur Catani et je suis le cofondateur de Goalmap. Goalmap, c'est une start-up qui est installée à Aix-en-Provence et en fait on développe l'appli du même nom, Goalmap, donc gratuite sur iOS et Android, qui vous aide à vous fixer des objectifs et à les atteindre. En fait, avec Goalmap, on essaye d'être un coach dans votre poche qui vous aide à tenir vos résolutions, ces résolutions qui sont si difficiles à tenir. Il y a un peu plus de 90% des Français qui prennent de bonnes résolutions en janvier, mais malheureusement 9 sur 10 ne sont pas tenus. Donc nous, on essaye d'être ce partenaire un peu intelligent, ce partenaire numérique, et on essaye de mettre la technologie au service de votre développement personnel et au service de votre épanouissement. Alors c'était la minute commerciale et j'arrête tout de suite. En fait, moi, on m'a surtout demandé de présenter un peu ma toute relative expérience. Moi, j'ai fait une classe prépa à Paris, parcours assez classique de bon élève au lycée. Et en fait, après la classe prépa, j'ai intégré HEC à Paris. Et si je suis là aujourd'hui parmi vous pour vous présenter mon expérience, c'est parce que j'ai choisi un petit peu de sortir des sentiers battus. Alors que la plupart de mes camarades de promo ont intégré des très bons cabinets de conseil ou des belles banques d'affaires, avec ma copine, on a décidé, après une fois le diplôme en poche, de partir en tour du monde à vélo pendant 1 an. Donc on a traversé toute l'Europe, d'Aix-en-Provence à Istanbul, puis l'Inde du Sud, puis l'Asie du Sud-Est, le Vietnam, le Laos, le Cambodge et l'Amérique du Sud. Alors je pourrais en parler pendant 1 heure, mais c'est pas forcément le sujet. Donc c'était vraiment le choix de sortir des sentiers battus et de pas forcément suivre, je dirais, un chemin tout tracé et une carrière toute tracée. Donc on a fait le choix de ne pas avoir peur en fait. Et c'est pour ça que j'aime bien ce sujet, même pas peur, de ne pas avoir peur de l'inconnu. Parce qu'en fait, ma copine avait quasiment jamais fait de vélo avant de partir. Ça, moi, j'étais quand même un peu inquiet. Moi, je suis un gros débile de la mécanique. Donc bon, pour partir 1 an en vélo, c'est quand même un peu compliqué. Mais on a eu, je dirais, un peu confiance en l'avenir et on s'est dit, ma copine s'est dit, je m'habituerai et j'aurai sûrement mal aux fesses et mal au dos pendant les premières semaines. Et moi, je me suis dit, je m'habituerai aussi et puis en fait je devrais apprendre sur le tas et puis probablement que je ferai de bonnes rencontres qui nous aideront à nous en sortir pendant le voyage. Et ça a été vraiment le bilan de notre expérience, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui vous aide au bon moment. Le tour du monde à vélo, en fait, ça a été la première fois qu'on a dû vraiment faire un choix. C'est un choix qui n'était pas guidé par nos parents ou un choix qui n'était pas guidé par nos profs. Et ça a été notre premier choix de liberté. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que ça a été ma première expérience entrepreneuriale.
Pourquoi ? Parce qu'il a fallu monter un projet, il a fallu chercher des investissements, des fonds, pardon, parce que ça coûte un peu d'argent de voyager pendant un an. Il a fallu défendre ce projet, le pitcher, comme je le fais un peu aujourd'hui. Il a fallu communiquer, il a fallu rendre des comptes une fois qu'on était rentré. Et en fait, cette première expérience d'un an, moi, elle m'a donné vraiment le goût de la liberté et le goût d'entreprendre. Et quand je suis rentré de mon tour du monde à vélo, quand j'ai passé des entretiens un peu plus classiques en start-up à Paris, en fait, la seule chose dont on m'a parlé, c'était du tour du monde à vélo, et c'était pas d'HEC ou c'était pas des stages en césure que j'avais pu faire en conseil ou en finance. Et puis en fait, quand je suis rentré, mon grand frère, qui est lui passionné de développement personnel et d'objectifs, m'a proposé de rejoindre l'aventure. Et donc on a décidé de monter Goalmap, donc que je représente plus, parce que j'espère bien que vous allez télécharger l'application à la fin de la conférence. Goalmap, donc c'est la technologie au service de votre développement personnel. L'application est assez récente, mais on a notre petit succès puisqu'on compte aujourd'hui un peu plus de 15 000 utilisateurs sur l'application. Sans budget marketing, on est plutôt heureux de ce début. En fait, il y a des risques inhérents au fait de monter sa start-up. Alors, quand on est jeune comme moi, il y a peut-être moins de risques que quand on a des enfants et qu'il faut ramener un peu d'argent au foyer. Il y a le risque de l'instabilité financière, parce qu'en fait, à côté de mes potes qui bossent en conseil ou en finance, moi je gagne pas ou peu de salaire, donc c'est assez difficile de tenir le rythme. Il y a le risque de l'instabilité émotionnelle. L'instabilité émotionnelle, c'est qu'en start-up, en fait, c'est les montagnes russes émotionnelles. Il faut être absolument résilient parce que un soir, il y a un article de BFM sur vous qui vous ramène des milliers d'utilisateurs, et le lendemain, comme par hasard, l'appli bug. Et en fait, vous êtes incapable de profiter de ce boost de téléchargement. Donc voilà, il faut être bien accroché, être bien passionné par le sujet, sinon on abandonne rapidement. Il y a aussi le risque de monter sa boîte avec son frère, monter la boîte en famille, c'est pas forcément facile, mais nous on a choisi plutôt d'en faire une opportunité parce qu'on est, je dirais, solidaire. Donc ça a été le choix de ne pas avoir peur et de voir une opportunité à chaque fois. Le troisième choix qu'on a fait, ça a été de monter, comme l'a dit Laurence, la start-up non pas à Paris, mais à Aix-en-Provence. Alors en fait, tout a priori nous a amené à monter la boîte à Paris. Parce que moi, 99% des gens de ma promo bossent à Paris. Que l'écosystème start-up parisien, on ne peut pas le cacher, est plus dynamique ou plus porteur qu'ici. Peut-être qu'il y a des investisseurs qui sont plus en vue, mauvais lapsus, qu'il y a des incubateurs peut-être qui sont plus dynamiques, mais encore une fois, nous on a choisi de voir l'opportunité. Et pour nous, il y avait 3 opportunités. Il y avait l'opportunité stratégique, le fait peut-être d'être en compétition avec moins de startups, d'être en concurrence avec moins de startups, donc peut-être d'avoir plus de visibilité, de pouvoir accrocher plus de journalistes, de pouvoir discuter avec des partenaires plus facilement. Ça, c'était une belle opportunité. Il y avait une opportunité économique à terme de pouvoir payer des salaires et des loyers qui étaient moins élevés. Ça a été évidemment un choix pour nous hyper important. Et puis il y avait le choix du cœur qui est de monter la boîte dans la région qu'on aime. 300 jours de soleil par an, la possibilité de partir courir à la pause déjeuner. Pour une start-up comme nous qui milite pour le développement personnel et l'équilibre de vie, c'est vraiment parfait. Alors évidemment, mes copains parisiens s'imaginent que je bosse dans le sud, donc je viens au boulot vêtu du maillot de l'OM, que à la pause déjeuner, on joue au boule, un verre de pastis à la main, mais voilà, il faut faire face à ces clichés-là. Tout n'est pas rose dans le sud. Je suis pas un envoyé de Christian Estrosi ou de l'incubateur Marseille Innovation. Il y a encore, je pense, certains esprits qui doivent se décloisonner. Nous, parfois, quand on arrive présenter notre boîte à des investisseurs ou à des acteurs de l'économie numérique, on est parfois un peu déçus de voir qu'ils ne sont pas toujours à l'écoute des nouvelles tendances, des nouveaux modèles économiques, des nouvelles tendances numériques. Mais bon, on essaye de lutter contre ça. Et il y a plein d'initiatives comme Tribe aujourd'hui et comme Aix-Marseille French Tech, je ne sais pas si vous connaissez. C'est vraiment des acteurs qui nous aident à dynamiser notre belle région. Pour parler un petit peu d'une chose importante que j'ai appris à HEC, c'est que qui dit risque dit rentabilité. En fait, le couple est vraiment hyper important.
Et en fait, quand il y a un danger, il y a aussi une opportunité de gagner. Et moi, j'espère que plus tard, et j'espère que mes choix le montrent, à chaque fois qu'il y a un danger qui guette, j'essaye d'y voir l'opportunité. Le Tour du Monde, c'était l'opportunité de vivre une expérience incroyable autour du monde. Monter Goldmap, c'est l'opportunité de manager une équipe plus rapidement, de prendre des responsabilités, de revendre la boîte si ça marche bien. Et puis monter Goldmap à Aix, c'était l'opportunité de travailler dans des conditions qui sont formidables. Pour conclure rapidement, j'aimerais rebondir sur un fait d'actualité. C'est pas le culotte gate de Michel Sapin, je ne sais pas si vous avez suivi ça, c'est assez marrant. C'est les 400 ans de la mort de Shakespeare. Shakespeare, c'est évidemment le père de Hamlet. To be or not to be, that is the question. Et moi, en préparant la conférence, je me suis posé un petit peu cette question. Et en fait, ma réponse toute personnelle, c'est que je me sens être et je me sens exister si j'entreprends, si j'essaye de dépasser mes peurs et si je prends des risques. Et que finalement, ne pas prendre de risques, c'est prendre le risque de passer à côté de sa vie et de passer à côté de son bonheur. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci. Merci à tous les deux. Vous éloignez pas trop, Laurence et Arthur. Merci à tous les deux, des entrepreneurs super optimistes qui ont envie que Marseille continue à bouger. Des questions pour Arthur et ou Laurence ? Hop. Je vais poser une question incorrecte. Ça vit de quoi Goldmap si ça fait des applications gratuites ? Pardon ? Ça vit de quoi ? Ça vit ou ça vivra de quoi ? Alors justement, ces nouveaux modèles là qu'on essaye d'imposer, c'est que c'est des modèles freemium. L'application est gratuite pour tout le monde. En revanche, on propose des programmes de téléchargement qui sont payants. Et sur certains objectifs, nos objectifs les plus populaires, on propose à nos utilisateurs d'aller plus loin avec des programmes. Et on offre aussi de la visibilité à certaines marques sur nos objectifs. Donc en fait, on fait jouer l'effet de masse comme ça, quoi. D'autres questions ? Non, plus ? Pour Laurence ? Caroline ? Vous dites tous les deux que vous avez pris le risque du coup de venir dans la région et que c'était un choix de cœur. Est-ce que à un moment est-ce que vous êtes toujours félicité de ce choix ou est-ce que j'imagine il y a eu des moments difficiles ? Est-ce que vous avez été bien reçu par les gens ? Laurence, tu disais que tu avais été plutôt rapidement épaulée. Arthur, je ne sais pas comment tu as été reçu, aidé par tes amis, si beaucoup étaient partis à Paris. Comment ça s'est passé en fait pour vous concrètement ? Moi, je me rends compte d'abord que j'ai absolument pas une fois parlé de peur, alors que c'est la thématique du jour. Donc voilà, peut-être que ça correspond un peu à mon caractère, mais voilà. Donc ça veut pas du tout dire que je n'ai pas eu la peur, très clairement. Mais voilà, je voulais quand même fermer cette parenthèse parce que je suis pas passée totalement à côté du thème. En faisant le point après. Non, l'accueil, on va pas se leurrer. Marseille n'est pas une ville hyper accueillante. Je vais jamais dire que j'ai été accueillie à bras ouverts. Certainement pas. Après, la ville se mérite. Je pense que Marseille est une ville qui se mérite. Elle est plus fermée que d'autres endroits. Moi, si j'avais voulu refaire ma vie, c'était plus simple d'aller la faire à Bruxelles. Soyons clairs, j'ai vécu 30 ans, ma famille y est, et comme tout le monde me dit, les Bruxellois, ils sont tellement sympas. Donc, forcément, et tellement ouverts, c'est une tellement belle ville, Bruxelles. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, de fait, j'aurais pu le faire. C'est fermé, l'accueil n'a pas été évident, mais il y a des institutions, tu en as parlé, qui sont accueillantes aussi. Tu as parlé de Marseille Innovation, tu as parlé de la French Tech. Il y a toute une série de structures. Moi, je travaillais pour Kedge Business School, j'ai été très bien accueillie là-bas. Et voilà, on se construit par rapport à ça. Maintenant, c'est clair que circuler dans une voiture avec une plaque belge à Marseille reste un challenge intéressant. Être une fille au volant à Marseille reste un truc intéressant. Voilà, il y a toute une série de choses sur lesquelles voilà, on doit gérer. Donc voilà, c'est pas aussi rose. Moi, j'avais une plaque 75 quand je suis arrivé, donc c'était un peu plus galère. Ah ouais. Ouais, vous connaissez, monsieur, les complications avec le A, ouais, en plus. Le débile parisien, quoi, en gros. Non, mais moi je suis aixois, donc c'était pas non plus le grand bon,
donc je connaissais un petit peu la région. Et je pense que Aix est assez différent de Marseille sur pas mal d'aspects. Bien. Mais nous, à Marseille, on est hyper bien accueillis, notamment par P-Factory. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un incubateur privé qui nous accompagne et ils sont hyper ouverts, hyper accueillants et ils nous aident à dynamiser le projet. Ok. Merci à tous les deux pour ces réponses. On les applaudit. Merci.